Le clairon. Alors, énième rebondissement dans la vie politique roumaine depuis l'annulation de la dernière élection présidentielle, vous savez, et puis l'exclusion du candidat Călin Georgescu, on avait déjà beaucoup parlé. Et juste avant la nouvelle élection présidentielle qui était prévue le 4 et 18 mai, eh bien, jeudi dernier, le 24 avril, la Cour d'appel de Ploiești a pris une décision retentissante en annulant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, donc le fameux arrêt qui a invalidé le premier tour du scrutin des présidentielles de novembre 2024, qui donnait donc Călin Georgescu gagnant. Eh bien, elle invalide ce premier tour du scrutin des présidentielles. Non, pardon, elle invalide l'annulation de ce premier tour. Voilà, on va y arriver. Alors, vendredi, le jour suivant, le gouvernement roumain a fustigé. Il a dit qu'il y avait une espèce d'attaque judiciaire coordonnée dans différents tribunaux autour justement de cette décision de la Cour constitutionnelle. Alors, on va tenter de comprendre ce qui se passe vraiment en Roumanie, puis surtout si cette décision d'une cour d'appel peut remettre en question une décision de la plus haute juridiction, la Cour constitutionnelle. Voilà toutes ces questions qui se posent à Grzegorz Pupinck. Bonjour Grzegorz Pupinck. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes juriste, essayiste, directeur du think tank chrétien conservateur ECLJ. Et puis, nous étions très heureux la dernière fois d'avoir votre analyse. D'ailleurs, je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez vous reporter à cette analyse autour de ce qui se passait juridiquement et d'ailleurs dans les élections autour de Călin Georgescu et puis plus largement en Roumanie. Alors, aujourd'hui, donc, cette dernière actualité, cette cour d'appel, d'abord, est-ce que c'est possible concrètement pour une cour d'appel de remettre, d'annuler un arrêt de la Cour constitutionnelle ? Je pense qu'on peut presque dire que dans le contexte roumain actuel, tout est possible parce que on ne pouvait pas s'imaginer que les autorités roumaines, d'abord, si on se reporte à ce qui s'est passé au mois de novembre, valident d'abord le résultat du premier tour des élections présidentielles, Oui, pour ensuite, quelques jours plus tard, les annuler. c'est vrai. Voilà. Et puis ensuite, on a eu depuis le mois de novembre toute une succession de péripéties, on va dire politico-judiciaires, avec un brin d'influence et de pression française, de pression de Bruxelles, dans le contexte de la guerre en Ukraine, dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans, de la Moldavie. Donc en fait, c'est vraiment pour comprendre en fait ce qui se passe en Roumanie. Je dirais que nous sommes dans une situation où le jeu démocratique, les élections viennent en fait perturber le bon fonctionnement de la politique européenne. Ouais. Il y a une vision politique européenne qui est posée, qui est établie, avec une vision géostratégique, des questions liées bien sûr à l'Ukraine, des questions liées à l'OTAN, à l'élargissement de l'Union européenne, à l'installation de bases de défense à l'Est. Donc il y a une vision à long terme, et puis qui est brutalement perturbée par une chose qu'on n'avait pas prévue, c'est-à-dire une élection. Les élections, il y a une part imprévisible parfois. Ça s'est réalisé là en Roumanie, alors que c'était vraiment pas le lieu ni le moment pour que ça se fasse. Et puis face à cet imprévu, eh bien, les autorités, les institutions ont essayé de réagir comme elles ont pu. Et donc on est maintenant dans ces péripéties, dans ces suites de péripéties, où en fait c'est une forme de chaos judiciaire, il faut le dire, et c'est vraiment intéressant et très instructif pour tout le monde. Ça montre vraiment à quel point le principe du vote, le principe électoral, est passé au second plan dans la vision politique stratégique continentale européenne. Il y a vraiment deux niveaux, le niveau général, le niveau important, et puis le niveau local, les élections, ce que veut le peuple. Oui. Et ce que veut le peuple ne doit pas trop interférer, bouleverser les grands enjeux géostratégiques. Et donc, depuis novembre, une succession de décisions, succession d'annulations, de péripéties, de renouveau. Un membre du gouvernement français est allé aussi à Bucarest pour rencontrer le gouvernement roumain. Donc, il y a tout cet environnement, on va dire, de pression, D'influence, ouais. et d'influence, voilà. Alors, dernier événement, oui, les élections d'abord, première élection ont été annulées. Puis planifié pour être de nouveau prévu ce dimanche, le 4 mai et le 18 mai. Deuxième préparation des élections. Monsieur Georgescu est une nouvelle fois interdit de se présenter aux élections
présidentielle au motif qu'il y aurait, paraît-il, une ingérence russe qui le soutiendrait, qu'il aurait soutenu lors de la première élection. Oui. Une ingérence qui n'a pas été prouvée, on reviendra là-dessus. Et puis maintenant, donc, les élections approchent et on a vu une forme de baroud d'honneur à l'initiative d'une magistrate ou d'une ancienne magistrate roumaine qui, en fait, a proposé, a suggéré à des Roumains d'agir en justice. Ils se sont dit, voilà, on a manifesté pendant des semaines dans la rue pour essayer d'obtenir que Georgescu puisse se présenter. Malgré tout, il faut quand même souligner que M. Georgescu a toujours respecté le droit. Il n'a jamais utilisé la violence, il a exercé tous les recours possibles, il a même saisi la CEDH pour contester l'annulation des élections. Et à cette occasion, la Cour européenne des droits de l'homme a répondu, écoutez bien, que le droit aux élections libres ne s'applique pas aux élections présidentielles. Oui, ça c'est quand même génial, oui. Quand même extraordinaire. Donc, monsieur, rentrez chez vous, voilà. Donc, en fait, finalement, ils ont vu qu'il n'y avait aucun recours judiciaire possible, ni à Strasbourg, ni ailleurs, parce que la Cour constitutionnelle roumaine a rejeté Georgescu, alors que la Cour constitutionnelle roumaine est composée de 9 juges élus par le président, désignés par le président, élus par l'Assemblée et élus par le Sénat, qui tous étaient dominés par le pouvoir en place antérieur. Donc les 9 membres de la Cour constitutionnelle de Roumanie sont des personnes nommées par des autorités politiques dominées par le gouvernement en place, pro-européen, on va dire social-libéral. Donc ils n'ont vu qu'il n'y avait aucun recours. Donc là, en fait, il y a une forme de baroud d'honneur. Cette magistrate a incité des militants à agir en justice en disant, écoutez, agissez partout. Peut-être qu'il y aura en Roumanie un juge courageux Oui. pour condamner, essayer de renverser cette décision de la Cour constitutionnelle en Oui. disant, cette Cour constitutionnelle, elle a pris une décision, c'était l'argument de nature administrative, et donc, on doit pouvoir la contester, parce que si on ne peut pas la contester à la Cour européenne des droits de l'homme, ni en fait en Roumanie, alors il y a en fait une impossibilité de contester une décision extrêmement importante, prise encore une fois, je le rappelle, par des juges qui, en l'occurrence, sont nommés tous par pouvoir politique Oui. et par l'ancien gouvernement. Oui. Et Alors, donc, il y a eu plus de ça a été entendu quand même, parce qu'il y a eu plus de 200 recours qui ont été déposés contre cette annulation. Selon la Cour constitutionnelle elle-même, donc cette juge, cette ancienne magistrate a tout de même été entendue. Et parmi ces 200 recours, il y en a un qui a été finalement accepté par un juge courageux, pour reprendre vos termes. C'est donc cette cour d'appel de Ploiești, je ne sais pas trop comment on prononce. voilà, effectivement, donc ce juge, monsieur Alexandre Vasile, est le seul en fait à avoir donné droit à la demande. Il a rendu son jugement jeudi dernier. Il a tout de suite été un appel a tout de suite été formé contre ce jugement, et ce jugement a déjà été renversé dès le lendemain, donc dès vendredi, donc dans un délai record, avant même d'ailleurs que monsieur Vasile ait pu publier d'ailleurs l'intégralité de son argumentation et de son jugement. Un appel avait déjà été formé et le lendemain, donc le jugement a été cassé. Donc, Par la Cour de cassation, oui. C'était par la Cour de rapide, en effet. cassation, Oui. qui a dit que non, la décision de refus, d'annulation des élections, eh bien, elle est bien effectivement celle d'une autorité suprême qui ne peut pas être contestée. Donc on est vraiment face à une décision d'une autorité suprême, encore une fois, de composition politique, qui ne peut pas être contestée ni dans le pays, ni même à la CEDH. Mm. Et donc les élections vont se passer dimanche. Il y a quand même un élément essentiel qui, je ne suis pas sûr que les auditeurs soient au courant. Vous savez, au départ, on a reproché à Georgescu d'avoir été en fait soutenu par la Russie, Ouais. qui aurait mis en place une campagne sur TikTok au prix de 300 000 euros pour créer quelque chose comme 20 000 faux comptes qui auraient alimenté sa campagne et l'auraient mis en tête. Bon, première chose, d'une part, on n'a jamais prouvé que les votes avaient été forcés. C'est-à-dire, c'est qu'une opération de publicité sur Internet qui a porté des fruits. Mais là, une information extraordinaire quand même qui sort maintenant dans la presse, c'est que il y a des journalistes roumains
qui prétendent et qui disent, devant avoir la preuve, en fait, que cette campagne sur TikTok n'a pas du tout été financée par la Russie, mais qu'elle a été financée par l'ancien parti Oui. au pouvoir, le parti donc national libéral, qui a en fait soutenu et financé des publicités pour Monsieur Georgescu dans le but de diviser en fait leur opposition, de diviser la droite. Mm. Et donc, l'ensemble en fait du récit est en train de s'effondrer. Oui. Si c'est vrai, cette information, moi je l'ai vue dans les médias, mais c'est passé même dans la presse, dans les médias français, encore sur Envoyé spécial la semaine dernière. Donc c'est quand même un fait extraordinaire que cette accusation initiale d'ingérence russe, Oui, et qui a permis d'invalider tout de même. Hein. C'est pas en l'air, cette accusation. c'est la raison de Oui. l'invalidation. Oui. On a reproché ensuite à Georgescu de ne pas avoir déclaré les 300 000 euros dépensés pour cette campagne sur TikTok, alors qu'en fait, il s'avère Ce n'était pas lui. Mm. que c'était pas lui et que c'était payé par le parti au Ouais. pouvoir pour rester au pouvoir dans le but de diviser la droite. Ouais, c'est quand même Et donc, incroyable. en fait, Mm. l'ensemble de l'opération maintenant est calamiteuse, mais de façon quasiment providentielle, finalement, on voit ce monsieur Georgescu qui, en fait, lui, n'a rien demandé au départ. Lui ne voulait pas dépenser d'argent pour sa campagne. Et bien, finalement, il s'est trouvé, malgré lui, on va dire, Ouais. au centre de cette affaire et puis en tête à la fin du premier tour de la première tentative d'élection. Alors, Grégoire Pupin, c'est assez terrible votre résumé, parce que finalement, on voit que, d'abord, bon, a priori, il y a quand même eu un vote sincère au premier tour. Les Roumains ont voté, ils ont porté Călin Georgescu comme premier candidat, et finalement, élection annulée. Donc, on se dit que le vote ne fonctionne plus. Ensuite, deuxième solution, le recours judiciaire, en faisant appel, en se disant on tombera peut-être sur un juge, mais le seul juge qui répond à l'appel, on va dire, est retoqué. Donc, y a-t-il encore une solution pour les Roumains? Et j'élargis la question. On pourrait élargir la question en se disant une solution pour les Français, par exemple, si jamais ce genre de situation arrivait. Finalement, peut-on encore avoir confiance dans nos institutions, et quelles sont les solutions pour que le peuple soit pris en compte? Chère madame, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de solution. La seule solution, en fait, que connaissent les dirigeants et les candidats est celle d'essayer de rassurer le système avant les élections. En leur disant: «Rassurez-vous, je ne serai pas contre le Oui. système, je suis peut-être issu de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, mais je ne vais pas remettre en cause ni l'OTAN, ni l'Union européenne, ni tel ou tels accords». Donc c'est en fait une course pour essayer sans cesse de rassurer. Donc les petits pays, alors cela est d'autant plus vrai pour les petits pays comme la Roumanie ou même la Pologne, qui sont des pays stratégiques pour nous, mais qui vraiment, on va dire, on n'a jamais pensé. Moi, je fréquente Bruxelles et Strasbourg depuis 25 ans. Oui. Je peux vous assurer qu'on n'a jamais eu l'idée que la voix de ces pays puisse jamais être déterminante. Mm. C'est-à-dire, ce sont des élèves, c'est-à-dire qu'on les a intégrés dans l'Union européenne, dans notre système, pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'ils s'alignent sur nos valeurs, mais certainement pas pour qu'ils nous fassent dévier de notre politique continentale. Et donc, je dirais, on le voit, c'est très clair pour la Roumanie maintenant. C'est assez clair aussi pour ce qui s'est passé à l'égard de la Pologne, la façon dont l'ancien gouvernement a été remplacé avec des pressions considérables de la part de Bruxelles et des ingérences étrangères, notamment financières, de l'Open Society, considérables également pour parvenir à ce résultat. Donc lorsque vous avez une personne comme Soros qui achète la presse en Pologne pour obtenir un résultat électoral, personne ne s'offusque et personne ne dit que le jeu électoral est faussé. Alors que là, pour la Roumanie, c'est seulement, je dirais seulement 300 000 euros de pub sur Mm. Internet. Mm. Et ça n'a rien à voir avec les millions dépensés par Soros en Pologne. Évidemment. Bon, et donc très clairement, la voix du peuple n'est pas déterminante face aux grands enjeux géostratégiques. Même la Cour européenne des droits de l'homme le reconnaît lorsqu'elle a validé, s'agissant de la Turquie, vous devez vous en souvenir, l'annulation des élections en Turquie, lorsque c'était un parti islamique qui était arrivé en tête. Alors certes, on peut très bien ne pas soutenir les islamistes, mais le fait est qu'ils étaient arrivés en tête aux élections et que cette élection a été annulée.
et que la CEDH a validé l'annulation en disant oui, les valeurs islamistes sont incompatibles avec la CEDH. Je suis d'accord sur le principe, mais il n'empêche que c'est quand même une annulation d'élections démocratiques Oui. parce que le résultat ne convient pas aux institutions européennes. De même, la Commission de Venise, qui est l'instance supérieure européenne en matière de droit constitutionnel, affirme aussi que la démocratie ne peut pas se résumer simplement au vote, mais qu'elle implique une participation du peuple, mais que le vote n'est pas l'ensemble, le tout de la démocratie. Donc les changements ne peuvent se faire que de façon progressive. La Roumanie, je pense, était un trop petit pays pour à lui seul réussir à faire basculer l'ensemble du système. Les États-Unis, c'est bien sûr une chose tout à fait différente, ce qui s'est passé aux Oui. États-Unis. Mais voilà, donc je pense qu'il faut aller progressivement. Madame Meloni est consciente des limites de sa politique. Il en est de même de monsieur Orban. Voilà, donc la voie est quand même assez étroite pour le Oui. peuple. En tout cas, on peut souligner quand même que monsieur Georgescu a été très droit parce qu'il a respecté lui-même, il a respecté la justice, les voies de droit. Mais effectivement, pour l'instant, on est quand même encore dans une impasse. Bon, bah merci beaucoup Grégoire Pupin, en tout cas affaire à suivre, puisque la Roumanie finalement est un laboratoire pour nous tous. On réalise ce qui peut se passer aussi dans nos démocraties parfois. Grégoire Pupin, ça nous permet de mieux réfléchir à notre propre situation. Je rappelle que vous êtes directeur du think tank chrétien ECLJ. Merci beaucoup Grégoire Pupin. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.